les gens sur Zoom, bien sûr, puissent entendre. Donc la question, c'était pourquoi est-il capital d'éliminer la saisie de l'existence véritable des sensations? Pourquoi? Allez, qui est-ce qui veut le micro? Ah bah tiens, tu le distribues? Vraiment, d'accord. Alors, qui veut répondre? Je peux répéter, oui. Pourquoi est-il capital d'éliminer la saisie de l'existence véritable des sensations? Pourquoi est-ce que... On a vu le corps, donc le corps... Pourquoi l'intérêt de méditer sur la vacuité ou l'absence d'existence véritable du corps, c'était quoi en fait? Pourquoi? Pour éliminer l'attachement, surtout, hein, c'est ça, hein, à son corps et au corps des autres, mais aussi à l'attachement obsessionnel qu'on a pour le corps. Et pour les sensations. Ouais. Vas-y, allez. Derrière toi, oui. Après Marie-Pierre. Alors, moi, je dirais un peu pour la même chose, c'est qu'éviter l'attachement aux sensations agréables et de provoquer du karma négatif. On retombe dans le même cycle. Quand on a des sensations agréables, on peut avoir envie que ça continue, aller agresser quelqu'un pour continuer. Enfin, j'étais partie là-dessus. Mmh. Oui. Marie-Pierre, tu voulais dire quelque chose? On a pas mal discuté sur le fait de l'existence véritable des sensations au sein du groupe. Ouais. Et si on se rend compte qu'une sensation est interdépendante, on doit pouvoir agir sur les causes et les conditions de ces sensations et moins souffrir lorsqu'il s'agit de sensations désagréables. Ou, j'allais dire, se créer un réservoir de causes et de conditions qui soient bénéfiques aux êtres, ou maîtriser un peu plus son esprit pour et donc les sensations qui en découlent pour limiter la souffrance. Qui est finalement le résultat de symptômes parce qu'on a mal perçu une sensation. Ouais. On a mal interprété une sensation. Ouais. Ouais. Très bien. Ouais. Sylvie? Ouais. Peut-être parce que dans les 12 liens, c'est ce qui précède le contact et qui va nous faire rentrer à nouveau dans le cycle. La sensation. La sensation, ça précède le contact, non? Ça paraît difficile, non? C'est d'abord contact pour qu'il y ait oui. Ça précède la soif. Ouais, ça précède la soif, voilà, et la soif nous fait rentrer dans le cycle. Donc couper les sensations, ça veut dire... Oui, répète ce que tu viens de dire. La soif. La soif nous fait rentrer dans le cycle à nouveau. Comment ça? Avec une renaissance. Ah, oui, d'accord. On désire renaître, c'est reparti pour un tour, quoi. Ouais. Au minimum. Ouais, au minimum. Et si on si on s'aperçoit que les sensations n'ont pas d'existence véritable, ben peut-être que c'est le moyen de couper les 12 liens. Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est une bonne réponse. Très bien. Oui. Bon, c'est bien. Personne d'autre a ajouté quoi que ce soit? Non, je vois... Non, ça va? Personne? Bon. Non? Bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont surgi pendant cette discussion et qui vous ont laissé un peu en suspens, ou qui n'ont pas... Si je peux y répondre peut-être, ou on peut y répondre ensemble, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, ou avant que je fasse ma rétrospective. Juste dans le groupe, il y a eu une discussion entre la position de la particule nord, sud, est, ouest, et avec le contact. Et s'il n'y a pas de partie pour perdre contact, là, ça a été... C'est compliqué, oui. Ouais. S'il n'y a pas de partie, comment peut-il y avoir contact? Oui, c'est tout le sujet, en fait, là,
Cathy, oui. On a besoin d'éclaircissement par rapport à tout ça, mais ce n'était pas la question numéro 1. Hein, non, mais là, c'est la 3. Ouais, c'était la 4, ou la 3, oui. Ouais. Autre chose? On va y venir, ouais, on va y venir. Bon, juste pour une petite rétrospective quand même, pour resituer toujours ce débat en fait où on en est, c'est qu'on a commencé donc par on va se concentrer sur les quatre attentions. Hein. Attention au corps d'abord. Donc la question fondamentale qui est posée, c'est en fait c'est comme si on était des scientifiques un petit peu dans ces analyses des Madhyamika en fait. On parle d'un postulat ou d'une hypothèse et on essaye de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et la méditation, l'analyse et la méditation analytique a pour but justement de nous confronter à cette idée, de voir, d'amener des preuves, d'amener des arguments. C'est vraiment un jeu, en fait, si on le prend bien. C'est comme une joute verbale qu'on se fait envers soi-même. On peut très bien se faire l'avocat du diable, vous voyez, parce qu'en fait, défendre sa position et puis se faire attaquer par voilà, Shantideva, même si on n'est pas complètement d'accord, ou on n'a pas perçu encore tout ça, on peut amener ses arguments pour essayer de voir comment il nous touche, quoi. Et bien sûr, il y a des résistances parce qu'on est tellement attachés, nous, à l'existence véritable que parfois ces arguments, ils ne touchent pas parce qu'on a l'impression qu'ils ne touchent pas la cible. Et en fait, s'ils ne touchent pas la cible, c'est qu'on n'a pas encore vraiment perçu la cible, je crois. À partir du moment où on la voit, là, il se passe quelque chose. Donc en fait, la question principale, c'est est-ce que le corps existe, oui ou non, autrement que comme une simple désignation conceptuelle. On a tous l'impression que le corps n'est pas qu'une simple désignation conceptuelle. Hein, si on avait cette certitude, on ne serait peut-être pas là, je ne sais pas, hein, ou alors on enseignerait. Mais là, on a tous cette perception, cette sensation que le corps existe en étant plus qu'une simple désignation. Pour nous, simple, comme disait hier, un peu simple désignation, ça ramène les choses à un niveau presque de la désignation. Et on va se dire, mais c'est pas possible. Il y a quand même bien quelque chose qui existe. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller même jusqu'au Madhyamika, Svatantrika, qui pour eux, ils disent qu'il y a quand même, il doit bien y avoir quelque chose qui existe encore véritablement, puisque sinon, on confondrait tout. On confondrait le livre et l'ordinateur. C'est bien que les choses ont des caractéristiques essentielles, des caractéristiques propres. Si elles n'avaient pas ces caractéristiques propres. Voilà. Mais bon, les Madhyamika vont beaucoup plus loin que ça et nous amènent à rester sur cette simple désignation, vraiment analyser ce que c'est qu'une simple désignation conceptuelle. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est regarder en fait la tension qu'il y a entre l'apparence des choses qu'on perçoit, ou l'apparence d'un corps qui est unique, qui est unifié, et quand on l'analyse en fait, ça crée une tension en fait entre les deux, entre l'apparence directe, la perception directe du corps ou des autres choses, et puis l'analyse que nous invitent à faire les Madhyamika Prasangika, d'analyser. En fait, c'est une déconstruction que font les Madhyamika. C'est une déconstruction totale de déconstruire ce qui nous apparaît comme un tout en des parties toujours beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. Voilà. C'est comme ça qu'après, dans les strophes, après avoir analysé le corps, on analyse tous les constituants du corps, comme la main par exemple, on voit bien que la main aussi, c'est aussi une construction mentale, parce que la main n'existe pas indépendamment des doigts, et eux-mêmes n'existent pas indépendamment des phalanges, etc. etc. Et donc, voilà, donc à quel niveau, quand on fait cette analyse, on doit arriver à un état où on se dit, mais comment, à quel niveau, s'il y en a un, est-ce qu'on pourrait trouver ou situer une identité réelle du corps? Et cette déconstruction amène justement à cette vacuité, quoi, en fait, qui à aucun niveau, du plus grossier au plus subtil, on ne peut trouver ou situer une identité réelle du corps. Voilà.
Et c'est ça qu'il faut faire dans les méditations, je pense, déconstruire. Donc là, c'est donné par le corps, et après on déconstruit, et ainsi de suite. Et on arrive à un état où il n'y a plus rien à déconstruire, tout est déconstruit. Et c'est la vacuité semblable à l'espace, ce qu'on appelle la vacuité semblable à l'espace. Donc ça, c'était un point important, hein, de bien voir comment... c'était les strophes sur la main, tout ça. Bon, la 85, je crois, c'était ça, commençait comme ça. Hein. Voilà. Le corps n'existe pas, cependant l'ignorance produit l'esprit qui prend les mains, etc. pour le corps. Non, ça c'est pas ça. Tant que les conditions sont réunies, cela apparaîtra comme un corps, un individu. De même, tant que cela perdure vis-à-vis des mains, le corps apparaîtra là. Voilà. Donc, le corps, en fait, on l'impute à partir des éléments constitutifs qui eux-mêmes n'ont pas d'existence véritable. Voilà. Donc, alors, après, le deuxième point qui était relevé, c'est qu'en fait, finalement, les phénomènes, quand ils sont semblables, apparaissent comme étant semblables à des rêves. Et ça, c'est important aussi de voir pourquoi c'est cet exemple du rêve, en fait. Souvent, c'est donné, cette idée du rêve, en fait, que les phénomènes sont semblables à des rêves. Pourquoi on dit ça, hein? Il y a une irréalité, ouais, effectivement. C'est parce que c'est pareil. Le rêve, on voit bien qu'on ne s'attache pas à un rêve, quoi, quelque part. On peut s'y attacher, mais bon, pas longtemps, quoi. On voit bien que ça n'a pas de réalité dès qu'on se réveille. Et parfois, ça soulage, hein. Quand on voit que ça n'a pas de réalité. Ben, c'est un petit peu la même chose qui se passe ici. Donc, à partir d'un moment où on perçoit que tous les phénomènes sont semblables à des rêves, il n'y a plus aucun fondement, en fait, pour l'attachement. On ne s'attache pas à des rêves, ni pour l'aversion, d'ailleurs. L'attachement et l'aversion sont... voilà. Et la question qu'on peut se poser, en fait, à ce niveau-là, c'est notre esprit, en fait, constamment attribue des propriétés séduisantes ou repoussantes à des phénomènes, à des choses, constamment. Et pourquoi est-ce que notre esprit fait ça? Pourquoi est-ce que notre esprit attribue des propriétés séduisantes ou repoussantes au phénomène? Hein? C'est Cathy? Ouais. Il me semble que ça vient automatiquement. Oui, mais c'est ça le problème. Ça vient ouais, c'est automatique. Automatique. Et c'est ça qu'il faut déconstruire aussi. À partir du moment où on voit que notre esprit se sent saisi ou croit ou adhère, ce qu'on veut, c'est toujours le même terme, hein, à des propriétés séduisantes, c'est là où il faut prendre une certaine distance. Parce que, en fait, on réagit, juste on réagit en fait à... C'est ça nous montre en fait quand on impute des qualités séduisantes ou repoussantes, qu'on adhère totalement à l'existence réelle des phénomènes. Comme si ces propriétés étaient intrinsèquement existantes, alors que ce n'est pas le cas, on le sait très bien. Est-ce que ce ne serait pas lié à l'éclosion d'un karma à chaque fois? Oui, c'est ce que vont dire par exemple je pense les yogacaras vont être un peu dans ce sens-là. Et oui, tout à fait. Ouais. L'éclosion d'un karma à chaque fois, oui, tout à fait. Et ces graines, en fait, hein, ces graines qu'on a qui font qu'on perçoit les choses, que les choses nous apparaissent comme existantes véritablement. Et ça, cette graine, elle est là depuis longtemps, elle est difficile à éliminer parce qu'on dit que même lorsqu'on réalise la vacuité, même si on perçoit à un moment donné que les choses, quand on est en méditation égale par exemple sur la vacuité, les choses, on ne les perçoit pas comme existant véritablement, on les perçoit justement comme n'existant pas véritablement. Mais dès qu'on sort de cette méditation, de nouveau, les choses nous apparaissent comme existant véritablement. Hein, il y a une apparence d'existence véritable qui s'impose à nous, même si on a réalisé la vacuité. Donc là, bien sûr, comme on a réalisé la vacuité, on sait que ce n'est pas vrai, que notre esprit se leurre en quelque sorte. Et on peut réagir par rapport à ça. Mais si on n'a pas réalisé la vacuité, on se fait embarquer par ça.
Donc, pourquoi il y a ça, en fait, pourquoi est-ce que les apparences s'imposent à nous comme si elles existaient véritablement? Parce que ça a été cultivé pendant des vies et des vies, quoi, sans le remettre en question. Donc c'est pour ça que Mangesh disait que quand on commence à avoir des doutes sur la vacuité, il y a comme quelque chose qui se passe, comme si on enrayait un petit peu tout ce mécanisme. Et l'exemple qui est donné, c'est le serpent. Quand on perçoit, l'exemple typique du serpent, quand on perçoit une corde, on prend une corde pour un serpent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On projette sur la corde l'existence de quelque chose qui n'en a aucune, en fait. Et j'ai pas bien compris ce matin, je crois que ça allait un petit peu vite pour moi. Elle a dit, Valérie, que la corde était l'existence réelle de la personne. C'est ça, hein? Je crois que je ne l'ai pas noté, mais j'ai vaguement entendu que la corde était... Ah, le serpent. Ah oui, c'est ça. Ah, d'accord, donc j'ai mal entendu. Hein? Elle a dit le serpent. Ouais, ok. Ouais. Donc le serpent, c'est ça. C'est l'existence véritable de la personne. Et la corde, c'est quoi? Attends. Donc la corde qu'on prend pour un serpent, la corde que l'on prend comme un serpent, oui, réellement. Attends. La corde que l'on prend comme un serpent, c'est imaginer le serpent que l'on prend sur la corde. Je ne comprends pas. Vas-y, dis le micro. Ce que j'ai noté, c'est la corde qu'on prend pour le serpent, c'est comme imaginer que le corps existe. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais, c'était la formulation que j'avais compris. Ouais. Le fait de prendre une corde pour un serpent, c'est ça. D'accord. Je croyais qu'elle disait qu'en fait la corde, c'était ça. Qu'est-ce que c'est que la corde, en fait? La corde, c'est l'illusion. La corde, c'est quoi la corde? Dans cette image, hein? C'est la réalité. C'est la réalité. Oui, tout à fait. C'est le support. En fait, dans ce cas-là, dans l'exemple, la corde, c'est le support de l'illusion. Oui. De ce qu'on prend pour ce qui n'est pas. Oui, c'est ça, le support d'une illusion, exactement. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc, l'exemple classique du serpent et de la corde, donc ça interroge, en fait, ça montre la force de notre projection mentale. Car tout de suite, on peut prendre un tas de pierres pour une personne, s'il y a des conditions extérieures qui nous font croire, qui sont telles que... et ça montre bien, justement, que nos perceptions dépendent étroitement des causes et des conditions. Donc, en fait, si on essaye, dans la vie de tous les jours, par la méditation, de reconnaître le caractère illusoire des phénomènes, en fait, comme la corde du serpent, par exemple, à reconnaître ce caractère illusoire des phénomènes, ça va transformer notre rapport, en fait, à nos perturbations mentales, au désir ou à l'identité, par exemple, de cette personne, ce que dit Shantideva. On ne peut plus faire pourquoi considérer, pourquoi avoir de l'attachement pour un homme existant véritablement ou une personne ou une femme existant véritablement. On ne peut plus à ce moment-là, quand la personne est prise comme semblable à un rêve, il n'y a plus cette saisie, quoi, disons, par rapport à l'identité du genre, du corps, etc. Troisième point qui est abordé en fait dans ce qu'on a vu ce matin, c'était par rapport aux sensations. Donc les sensations, ce qu'il faut faire en fait dans la question qu'on se pose, le postulat, c'est les sensations ont-elles une réalité intrinsèque ou ne sont-elles que des événements conditionnés? Là, c'est pareil. Donc, chaque fois qu'on a des sensations aussi, on s'attache à ces sensations parce qu'on leur donne une réalité intrinsèque.
Alors que si on s'interroge d'où viennent ces sensations, qu'est-ce qui les conditionne dans notre esprit et à l'extérieur, elles perdent vraiment de leur réalité intrinsèque. Donc il y a le thème ici, donc c'est d'analyser les sensations. Il y a 3 types de sensations, hein, plaisir, douleur, neutralité, mais ici c'est plus le plaisir et la douleur. Et voilà, comment ces sensations dépendent de conditions. Et à partir du moment où, voyant qu'elles dépendent de conditions, je pense qu'on arrive plus à s'en détacher. Et elles perdent leur existence propre. Voilà. Donc, tout est là, en fait. C'est de voir, en fait, là, puisque nous ne percevons pas l'interdépendance, puisque les choses nous apparaissent comme existant de manière unique, en fait, finalement, plus on va ramener notre esprit sur l'interdépendance, en fait, plus on va éliminer la saisie de l'identité intrinsèque des phénomènes, et plus on va se libérer de cette saisie, et moins on va souffrir, quoi, en fait. C'est ça le but du jeu. C'est de se détacher de cette perception de l'existence intrinsèque grâce à l'analyse ou à la réflexion ou à la méditation sur l'interdépendance. Et ça, on peut le faire avec n'importe quoi. Je me souviens, je crois que c'est Chantal qui m'avait dit ça qu'une fois en retraite, eh bien, je crois qu'elle faisait ça toutes les 5 minutes ou peut-être les 2 minutes, je ne sais plus quand même, ça m'avait impressionné parce qu'elle disait que chaque fois, toutes les 5 minutes, elle prenait un objet qui était en face d'elle, par exemple, et elle analysait comment cet objet lui apparaissait, et elle analysait son absence d'existence véritable, c'est-à-dire son interdépendance. Et automatiquement, ça crée un impact très très fort dans l'esprit. Vous ne le répéterez pas que je l'ai dit. Hein. J'ai peut-être déformé un peu, alors je ne sais pas. Mais en tout cas, et c'est ce qu'il faudrait faire en fait. Hein. C'est ça qu'il faudrait faire. Chaque fois qu'on sent, et surtout le faire chaque fois qu'on sent qu'on est prisonnier qu'on est sous l'effet donc d'une sensation à laquelle on attache une certaine importance. Donc les arguments pour prouver que les sensations n'ont pas d'existence véritable, c'est quoi ? Vous allez me les dire, me les répéter. Et alors, quels sont les arguments qu'il faut justement... moi, j'en ai retenu 2. Ben, c'est déjà c'est bien. Que la sensation devrait être toujours présente. Si elle existait de son propre côté, voilà. Donne-moi le raisonnement entier, vas-y, comme ça. Si la sensation existait elle-même de son propre côté, elle devrait être toujours présente. Immuable, par exemple, c'est ça, c'est l'immuabilité, c'est ça oui. Donc on serait toujours dans la souffrance, si on prend la souffrance comme exemple. Et le deuxième point, elle a dit, je crois que c'était... si la sensation existait de son propre côté, elle empêcherait l'expression d'une autre sensation. On ne pourrait pas être à la fois en souffrance et en joie, ou avec du plaisir, quoi. Donc c'était ça. Elle était toujours présente, et ça c'était d'une part, et d'autre part, elle empêcherait l'expression d'une autre sensation. J'ai retenu ça, quoi. Oui, d'autres choses ? Et que les sensations, elles sont différentes en fonction des contextes. Une sensation, elle peut être agréable pour quelqu'un et désagréable pour quelqu'un d'autre. Donc, oui, en fonction des causes et des conditions. Ouais, l'exemple du repas, c'est assez parlant, ça, quand même. C'est quoi déjà l'exemple du repas ? C'est par exemple... Attends, tu as... On peut apprécier un mets délicieux, mais si par hasard on a une crise de foie ou si on abuse de ce mets délicieux, la sensation agréable va se transformer en sensation désagréable. D'accord, ouais. Donc, oui, c'est ça. Et Shantideva donc, répondait à des objections d'autres écoles. Qui disaient quoi, ces écoles-là ? Qu'est-ce qu'elles disaient, enfin, en gros, quoi, ces écoles, vous vous souvenez ? Ouais. Attends, le micro. Ouais. Oh, il y a Daniel qui va prendre le bâton, attention.
J'essayais de finasser un peu sur une réponse brève. Oui, que une sensation est reste en sourdine un petit peu lorsqu'elle est occultée par une autre, et puis qu'elle remonte. Si elle était immuable, elle remonterait automatiquement. Oui, ça c'est sourdine, oui. Donc une école dit c'est ça, que la sensation perdure de manière subtile, mais elle n'est pas ressentie. C'est ça. Exactement. Voilà. Parce que la sensation plus forte l'éclipse, mais en fait, pour prouver que c'est immuable, en fait, que c'est l'autre école attaque les pratiques en disant que oui, c'est immuable une sensation. Quand il y a toujours une sensation qui est là, sous-jacente, mais elle est éclipsée par une sensation plus forte. Et la Shantideva répond. Oui, qu'est-ce qu'il répond pour contrecarrer cet argument? Je ne sais pas, mais en tout cas, si une sensation était immuable, elle n'aurait pas besoin de cause et de condition. Oui, ça c'est sûr. Et ça c'est un argument, bien sûr. Si une sensation était immuable, elle n'aurait pas besoin de cause et de condition, elle serait toujours là, toujours présente. Mais c'est un peu ce qu'ils disent. Oui. Oui. Qu'elle est immuable en fait. C'est ça, cette école, oui. Et alors, comment c'est réfuté ça? Du coup, si elle n'est pas ressentie, comment est-ce que ça peut être une sensation? Exactement. Voilà. Comment on peut dire que c'est une sensation puisqu'elle n'est pas ressentie? Donc, c'est là. Voilà. C'est voilà, c'est ça qui est. Donc, un même objet, un aliment, par exemple, peut produire du plaisir ou du déplaisir selon les circonstances. C'est pas. Donc la question, c'était si une sensation n'est pas constamment éprouvée et dépend d'autres facteurs, peut-on encore lui attribuer une nature propre? Ah non. Voilà, c'est ça le but de la conclusion. Bon, ensuite on passe aux atomes. Les atomes. La question, c'est un atome sans partie peut-il réellement entrer en relation avec quoi que ce soit? C'est ça la question fondamentale. Un atome qui n'aurait pas de partie. Oui. Avant de parler des atomes, ce qu'on n'a pas compris, c'est le lien entre les sensations et les atomes, justement. Enfin, nous, c'est la question qu'on s'est posée. Oui. Quelqu'un y a répondu. Comment il est passé des sensations? Pourquoi est-ce qu'il parle des atomes? Eh bien, il va réfuter les écoles qui disent qu'en fait, il existe des atomes insécables, qui est indivisible. Il y a des écoles qui disent ça, qu'il peut y avoir des atomes sans partie. Et donc, ça prouve que s'il y a des atomes sans partie, il y a encore quelque chose qui existe comme étant à l'origine de la matière. Pour qu'il y ait contact, qu'est-ce qui est en contact? C'est des atomes qui sont en contact. Ici, je vais peut-être reprendre le truc parce que pour les points. Sinon, il y avait pour qu'il y ait sensation, il faut qu'il y ait contact. Oui, entre la faculté. Voilà, pour qu'il y ait une sensation. C'est pour ça qu'il arrive. Je vais quand même vous donner des éléments peut-être que vous avez oubliés ou qui n'y sont pas. Donc on a parlé de 3 aspects de la perception, d'accord? Pour qu'il y ait perception, il y a la rencontre des facultés et des objets, c'est ça qu'on a vu ce matin. Deuxième, la rencontre des consciences et de leurs objets. 2. Et 3, la rencontre entre les 3, en fait. Les facultés, les consciences et les objets. C'est ce qu'on parle, c'est dans le Sutra du cœur, ça, quand on parle des 18 éléments, 3 x 6. Donc le but, c'est de réfuter une rencontre, un contact, rencontre ou contact, qui existerait véritablement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la cause de la sensation? La cause d'une sensation, c'est le contact. Le contact est un facteur mental. Facteur mental du contact. Donc le contact, c'est la réponse en fait initiale à la rencontre de ce qu'on a dit là, les facultés, les consciences et de leurs objets. Donc ce qu'il faut prouver, c'est que le contact n'a pas d'existence véritable parce que sa cause, la rencontre des 3,
n'a pas d'existence véritable. Donc il faut arriver à donc, montrer l'absence d'existence véritable des trois, c'est-à-dire d'abord des objets et des facultés, ensuite des consciences et de leur objet, ensuite des facultés, des consciences et de leur objet. Oui, donc le Shantideva va répondre à ceux qui acceptent donc l'existence de particules élémentaires, ici, qui seraient à l'origine de la matière, par exemple. Et donc, comment dire, pour la rencontre des facultés et des objets, en fait, il faut en fait, ce que fait Shantideva, c'est réfuter l'existence véritable d'un... je ne trouve plus le mot. Réfuter l'existence véritable du... c'était quoi la question que je vous ai posée? J'ai complètement... Là, je suis perdu dans le raisonnement. Je n'arrive plus à réfléchir. Je ne sais pas. Je trouve plus mes mots. Qu'il n'est pas possible qu'il y ait un véritable contact. Comment? Qui n'est pas possible. C'est impossible, ouais, pardon. Qu'il y ait un véritable contact. Donc soit il y a l'espace là. Voilà. Et soit sinon c'est pas possible non plus s'ils doivent peuvent pas rentrer l'un dans l'autre. Enfin bref. Ou alors ça devient les deux deviennent un. Ou sinon ça superpose complètement les deux s'ils existent, donc c'est pas possible. Tu peux parler plus fort, j'entends très mal. Bon, là dans le micro. Oui. Du coup, j'ai dit des choses, je sais plus. Donc du coup, en fait, j'étais sur l'histoire. Le contact n'est pas possible d'une part si les deux sont unitaires, s'ils se touchent pas. Bon, du coup, il n'y a pas contact. Si on les met en contact les deux, du coup, ça devient une seule chose. Donc on n'a plus de choses, on a une chose. Si on essaye de les faire s'interpénétrer, là, c'est pas possible. Ils n'ont pas de partie. Et ou même, on arriverait à avoir, globalement, c'est la même chose vu que les deux existent en soi. Donc du coup, c'est pas possible qu'il y ait un contact si les deux existent Voilà, donc pour qu'il y ait contact, il y a deux possibilités, c'est ça? Alors, tu peux répéter les deux possibilités. Soit les deux se compénètrent complètement, il y a un contact, ou alors... soit ils se touchent, par exemple, juste ils se touchent, et du coup, ça va former un seul truc, en fait. Oui. Donc c'est le truc lui-même. Si elles se touchent, ça veut dire que toutes les parties se touchent en même temps. Voilà, comme on est au niveau des trucs particules unitaires. Ouais. Du coup, les deux unités, du coup, ça devient deux parties différentes. Donc c'est plus, c'est la même chose avec deux parties. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. Mais c'est un truc comme ça. Attends, est-ce que je peux reprendre je mets bien le Keshetengi. Ouais. Ça, je vais retrouver. En tout cas, c'est les deux, c'est une même chose. Voilà, c'est ça. Si la rencontre entre les particules sans partie de la faculté, voilà, c'est quelque chose, de la faculté sensorielle. Donc en fait, c'est les particules sans partie de la faculté sensorielle qui seraient en contact avec les particules sans partie de l'objet. C'est ça c'est pour ça qu'il analyse en fait, pour répondre à ta question, pourquoi cette discussion sur les atomes intervient-elle dans la réfutation de l'existence réelle de la sensation. Parce que dans ce contact, pour qu'il y ait sensation, donc il faut qu'il y ait un contact entre, et là on analyse le contact entre la faculté sensorielle et entre son objet. Et comme c'est dit ici, donc la preuve... l'analyse.
Ouais. Si la rencontre entre les particules sans partie de la faculté, la rencontre entre les particules sans partie de la faculté sensorielle et les particules sans partie de l'objet. Donc, si cette rencontre existait de manière absolue, il devrait soit exister, soit ne pas exister un espace entre ces particules qui se rencontrent. Voilà. S'il existe un espace entre elles, hein, est-ce qu'on trouve des particules de lumière ou des particules d'obscurité, par exemple? Et entre ces particules, il doit également exister un espace. Hein, entre ces particules, il doit également exister un espace. Comment alors parler de rencontre s'il y a un espace? Okay? Il n'y a pas rencontre. Okay? D'autre part, s'il n'existe pas d'espace entre les particules, cela signifie qu'un côté ne peut en rencontrer un autre, sans que tous les côtés se rencontrent et occupent la même place. Parce que si un côté en rencontre un autre, à ce moment-là, il y a des parties. Hein? On n'est plus dans des particules sans partie. Hein? Donc s'il n'existe pas d'espace entre les particules, ça signifie qu'un côté ne peut pas en rencontrer un autre, sans que tous les côtés se rencontrent et occupent la même place. Dans ce cas-là, les deux particules qui se rencontrent seraient complètement unies. Et si les particules sont complètement unies, qu'est-ce qui rentre en contact avec quoi? Voilà comment... voilà. Donc pour que deux particules sans partie se rencontrent, il faudrait que tous les côtés se rencontrent. Hein? Autrement dit, elles doivent s'interpénétrer. Or, c'est impossible qu'elles s'interpénètrent parce qu'elles sont égales et qu'il n'y a pas de vide qui leur permet de s'interpénétrer. Hein? Elles sont de la même taille et elles n'ont pas d'espace interne qui leur permet ça. Donc, elles ne peuvent pas entrer en contact. Donc, le contact n'existe pas véritablement. Voilà comment... Merci. Le raisonnement est vrai dès qu'on parle de contact physique. Ouais. Mais qu'en est-il de sensations qui naissent de contact auditif, par exemple, écouter une belle musique? Je pense que c'est pareil. Une belle musique, il n'y a pas de particules. Dans le son. Dans le son, est-ce qu'il y a des particules? Il y a des ondes, mais il n'y a pas de particules. Il y a des ondes, oui. Il y a des ondes, mais il n'y a pas de particules. Ouais. Voilà. Et quand on parle de particules, on parle de matière, c'est ça, hein? Mais par exemple, quand tu entends un son, oui. Où se trouve ce son? Tu peux analyser où il se trouve. Est-ce qu'il est... qu'est-ce qui rencontre le son? C'est la faculté auditive et l'objet, la musique que tu entends. Oui. Hein? Est-ce qu'il y a un espace entre les deux? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'espace dans cette rencontre? Pour moi, il n'y a pas d'espace. Mais à partir du moment où il y a une onde qui vient heurter ton tympan et que ça génère une sensation, il n'y a pas d'espace entre l'onde et le système qui le reçoit, la perception. On pourrait aussi prendre un beau paysage avec une perception visuelle. Oui. Hein? Une perception visuelle ne nécessite pas de contact, pourtant elle crée bien une sensation. Donc si on dit qu'il y a un contact justement entre un paysage et... entre la faculté visuelle et l'objet perçu. C'est ça qu'on appelle un contact. Sinon tu le percevrais pas. Mais ce n'est pas un contact physique, donc les atomes ne rentrent pas dans la question. C'est pour ça qu'on parle de particules. On est à un niveau très, 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 très subtil, justement, ici. Et je pense que c'est pour ça qu'il introduit ces particules sans partie, justement. Hein? Quelle est la particule, en fait, qui est à l'origine de ce contact avec le son ou avec la... On peut le faire avec toutes les consciences, ça je pense. Et je pense que c'est ça sur quoi il faut s'interroger, justement. Où est comment elle s'opère cette rencontre. Et pour nous, on a toujours cette idée, comme on disait, que cette rencontre existe véritablement, que ce contact existe véritablement. Et c'est ça qu'on est en train de faire, là, par exemple. Quand on entend un son, on dit, il doit y avoir un son qui existe véritablement,
et une perception qui existe véritablement, une conscience qui existe véritablement. Et c'est ça qui est réfuté ici. Parce qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a aucune particule trouvable à l'analyse qui permet de justifier qu'il y a vraiment un contact sonore ou visuel entre la faculté et l'objet. Que les deux, en fait, aussi bien la faculté que l'objet perçu sont vides d'existence propre. Et les Madhyamika vont encore plus loin dans leur analyse. Les Prasangika vont dire que c'est justement parce qu'il n'y a pas d'existence propre qu'il peut y avoir contact. Parce que s'il y avait une existence propre de la faculté et de l'objet, il n'y aurait pas de contact possible. Ou alors il y aurait toujours contact, quoi. Ça serait complètement figé, on peut dire, comme ça, collé, je ne sais pas. Hein. Il y a Marie-Laure sur Zoom qui a quelque chose à nous dire. Oui, Marie-Laure, ouais. Tu es toujours en mute, Marie-Laure. Il faut ouvrir ton microphone. Ou écrire si tu ne peux pas ouvrir ton microphone, parce qu'on ne t'entend pas. Oui, tu peux y aller, vas-y. Et puis devant, il faut éviter de couper le son ici. Oui, voilà, il était coupé le son de chez vous. Non, c'était juste pour dire que les photons, quand on regarde un paysage, les photons, donc la lumière vient frapper la rétine. Donc il y a, de toute façon, il y a contact. Et après, il y a tout un cheminement qui se fait physique, mais les photons, voilà, ils viennent frapper la rétine. Et pour le coup, il y a un contact. Un contact entre quoi et quoi? Entre la lumière, donc... les lumières ou les photons? Les photons, ce sont des particules de lumière. Donc, qui sont indivisibles? Alors là, je ne sais pas. Là, c'est la grande question. Et voilà. Je ne trouve pas, mais je ne sais pas. Donc c'est un nom qui est donné sur un ensemble de parties. Et c'est là où il faut encore déconstruire, bien sûr, pour prouver que ce qu'on appelle des protons, c'est encore une désignation qui fait que, oui, c'est commode, quoi, disons, de dire ça. Ouais, exactement. Oui, c'est une simple construction mentale qui permet justement de justifier, qui semble corroborer en fait qu'il y a un contact qui existe véritablement, alors qu'il y a pour Shantideva, pour les Madhyamika, il n'y a pas de contact qui existe véritablement parce que les deux, les protagonistes, n'ont pas d'existence propre. Que tu les appelles protons, lumière ou neutrinos ou je sais pas quoi, ou quark ou peu importe en fait. Tant qu'on considère que cette chose-là comme étant une particule sans partie, existant véritablement, insécable, eh bien, on réifie quelque chose encore une fois. Oui. Pendant que j'ai juste la parole, tu pourrais juste préciser aussi tout à l'heure, quand tu pourras, les trucs directionnels. Les parties directionnelles, le nord, le sud, voilà. L'argument, pardon, c'est quoi déjà l'argument? Que c'est par rapport au corps, ça. Hein. Voilà, par rapport au corps, quand on dissèque le corps, donc il y a les parties, les mains, tout ça, les phalanges et tout ça. Et après, dans les phalanges, il y a des particules. Et si on analyse encore ces particules, qu'est-ce qui reste? Il reste les particules directionnelles, hein, c'est-à-dire qui correspondent aux points cardinaux. Hein. Est-ce que ça, c'est encore divisible ou pas? Hein? Oui? Non? Oui? Les particules, non? Eh ben oui, c'est encore divisible. Ces particules directionnelles sont encore divisibles. Et voilà, donc on arrive, ces particules étant encore indivisibles, qu'est-ce qui reste en fait? Que de l'espace. Que de l'espace. Et Geshe-la comparait ça au Dharmakaya. Qu'est-ce que c'est le Dharmakaya? Qu'est-ce que ça vient faire là, le Dharmakaya? C'est le corps de la loi.
Oui, on dit ça, le corps de la loi. La loi, c'est quoi la loi? Je sais pas ce que c'est la loi. C'est l'esprit du Bouddha, oui, effectivement. Ouais. C'est l'esprit du Bouddha, le corps absolu. Et l'esprit d'un Bouddha, l'esprit d'un Bouddha est vide d'existence propre. Mais pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça, Geshe-la? Ça vous dit quelque chose? La dissolution, voilà, c'est ça. Parce que dans le processus de la mort, par exemple, quand c'est ce qui se passe en fait, que les éléments les plus grossiers jusqu'aux éléments les plus subtils se dissolvent. Vous savez, quand on fait les dissolutions au moment de la mort, les 8 dissolutions, on arrive à la claire lumière. Et qu'est-ce que c'est que la claire lumière? Est-ce que ça existe comme étant une grande lumière ou avec des photons ou est-ce que c'est l'absence d'existence propre? Je ne sais pas, je ne vois pas. Je n'ai pas vu, je ne la vois pas. On la voit chaque fois qu'on s'endort, paraît-il. Elle est là, mais ça passe vite. Donc c'est la même chose, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on peut intégrer, dans les tantras, intégrer ce moment de la mort, la claire lumière de la mort, à la voix, et on réalise le Dharmakaya, l'esprit d'un Bouddha. Donc on n'en est pas loin, puisque tous les soirs, quand on s'endort, ou quand on éternue, etc., ça veut bien dire que voilà, bon, le Bouddha n'est pas loin. Christian? J'ai trop chaud, excusez-moi. Faudrait que tu nous réexpliques quand même les histoires de parties directionnelles, le fait que celle-là, ça nous mène directement à l'espace et qu'il n'y a plus rien. Ça ne le fait pas. C'est parce que si tu divises les particules directionnelles, tu comprends pas, si on va plus loin que les particules directionnelles, les particules directionnelles, ça veut dire quoi d'aller plus loin que les particules directionnelles? On peut pas aller, en fait, c'est la limite de la conceptualisation, peut-être, c'est ça. Donc si on ne peut pas aller plus loin, eh bien on se retrouve face à un vide, en quelque sorte. Conceptuer ces parties directionnelles, elles nous amènent juste encore à nos... Bon, comment dire, c'est comme si tu divisais l'espace en 4 parties. Une partie nord, partie sud, partie est, partie ouest. C'est parti. Mais après, tu prends la partie nord. La partie nord, tu peux aussi la diviser en 4 parties. Nord, sud, est, ouest. Et ainsi de suite. La partie nord de la partie nord de la partie nord, tu ne vas plus la diviser encore en 4 parties. Et où tu arrives au bout du compte, à un grand espace, si tu veux. Où... voilà, c'est un espace infini, quoi. Infini ou espace, je pense que c'est ça, ce sens-là. Tu vois l'idée? Donc, c'est toujours divisible, en fait. C'est comme ça que vous l'avez compris aussi? Non? L'infini? Comment l'infini? Avec espace, oui. L'infini ou l'espace, oui. Avec le terme infini, non. On comprend mieux qu'avec le terme espace. Oui. Parce qu'encore là, on attache une réalité au mot espace. Pour nous, l'espace, on a l'impression que c'est quand même quelque chose de plus concret que l'infini. On va peut-être arriver à une non-conceptualité. À force de couper les cheveux, de tout déconstruire. Ah oui, j'avais relevé quelque chose qui était... Donc pourquoi est-ce que je ne peux pas appeler ça, par exemple, un éléphant ou une plume? C'est ça. Attends, vas-y, prends le micro pour nous dire cette belle phrase. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la description et la fonction. Entre la description ou la désignation, Entre la description et la fonction, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il faut qu'il y ait adéquation entre la description ou la désignation. Ça veut dire que si en face de moi j'ai un objet avec un contenant et une anse, je peux appeler ça une tasse, mais je ne peux pas appeler ça un ordinateur. Parce que la fonction de la tasse, c'est de contenir. Ah, voilà.
D'accord. Et que l'ordinateur, sa fonction n'est pas de contenir. Voilà. Mais quand il n'y a pas d'eau dans la tasse, c'est quand même une tasse? Avec l'anse. Donc elle a des caractéristiques propres. Joker. Joker. Non, mais, normalement, non. Enfin, c'est juste pour s'amuser, hein, pour voir justement qu'on amène toujours, à n'importe quel moment de notre perception, de nos analyses, on réifie quelque chose d'existant, une existence propre. C'est entre le niveau conventionnel et le niveau ultime. On bascule à chaque fois d'un niveau à l'autre. Donc la tasse au niveau conventionnel sans liquide, c'est une tasse. Par contre, au niveau ultime, elle n'existe pas en tant que telle. Et sa fonction, c'est de contenir un liquide. Hein, donc, alors que ça n'a pas la fonction, je ne peux pas appeler ça une tasse, parce que sa fonction n'est pas de contenir un liquide. Hein, donc la réalité d'un phénomène dépend de sa fonction. Est-ce que la réalité d'un phénomène, ce qui confère une réalité à un phénomène, c'est sa fonction? Tata. Non, mais je vous taquine là, pour voir comment... C'est la désignation qui dépend de la fonction. Mais comme la désignation dépend de la fonction. La fonction, mais comme la désignation n'a pas de réalité, n'a pas d'existence propre, c'est une désignation. On aurait pu, au moment où on l'a fait, trouver une autre série de sons pour le... C'est ça, des phonèmes différents voilà. Pour exprimer ça. Oui. Bien sûr. Mais à partir de quel moment tu peux dire que c'est une tasse ou un ordinateur ou Le consensus. Le consensus conventionnel, la conventionnalité. Oui. Mais si on analyse cet objet, cette chose, la tasse, l'ordinateur, on ne va pas le trouver sur aucune des parties constitutives. Hein? Et donc, on arrive à la constatation que c'est une simple désignation et que cette simple désignation fait que le phénomène fonctionne comme un ordinateur, comme une tasse ou comme ce qu'on veut. Donc, en fait, l'ordinateur, il est désigné sur des parties qui ne sont pas l'ordinateur. Hein? On dit ça? Oui. Et donc, quand on cherche l'ordinateur, on le cherche dans des parties qui ont des noms différents, hein, qui ont des désignations différentes, et au bout du compte, qui ne sont que des désignations, qui permettent de quoi? De communiquer, voilà. De communiquer, de penser à la chose, de la conceptualiser. C'est tout. C'est tout. Et ça suffit pour que ça fonctionne. C'est fort, hein? Pas de Madhanika Prasangika. C'est Nagarjuna, voilà. C'est le Bouddha, pardon. C'est pas que Nagarjuna. Ouais. Vous voulez qu'on médite un peu? Non, peut-être. Allez, on fait une petite méditation pour terminer. Parce que ça va? On peut donc, on se concentre un petit peu. Oui, donc Geshe-la a reparlé ce matin, j'ai bien aimé, quand il a parlé justement de l'importance de Shiné, justement pour développer cette concentration, et ensuite amener l'analyse pour développer la vision supérieure. Donc on se concentre quelques instants sur la respiration.
Donc, imaginez donc face à vous un grand espace, un espace vide, dans lequel apparaît il y a une main. Une main. Mais au lieu de voir une main solide, réelle, imaginez cette main comme une réunion de doigts qui sont là, devant vous, dans l'espace. Donc concentrez-vous au lieu de vous concentrer sur la main, concentrez-vous sur la réunion des doigts. Comme si ces doigts un peu étaient dans l'espace et flottaient dans l'air. C'est de bien percevoir cet ensemble de doigts. Maintenant, concentrez-vous sur un doigt en particulier. Visualisez-le qui se décompose en ses phalanges. Et que ces phalanges se séparent et elles aussi flottent dans l'espace. Regardez comment ces phalanges sont composées aussi de parties distinctes. Que ces parties distinctes sont composées de parties distinctes. Et que ces parties distinctes se dissolvent peu à peu. Imaginez que ces particules, presque invisibles en fait, qui composent ces parties, imaginez qu'elles se divisent en sections et que chaque section correspond à un point cardinal. Et regardez, observez comment ces sections finissent par se dissoudre dans un espace vide, en ne laissant rien derrière elles. Essayez de prenez quelques instants pour ressentir cette dissolution. Cette dissolution de l'atome lui-même. Et ressentez que tout ce que vous perceviez comme solide, comme tangible, se décompose en une réalité plus subtile, plus fluide. Et que même ces atomes donc, sont complètement illusoires, ont une nature illusoire. Ce ne sont que des constructions mentales. Et ressentez alors que tout dans le monde est en perpétuel mouvement, en constante transformation. Et que vous aussi, vous êtes en complète transformation et laissez cette prise de conscience s'étendre à votre propre expérience.
où il y a une non-dualité entre sujet et objet. Et dans cette non-dualité, vous fondez dans ce paysage, vous dissolvant dans l'espace. Et ressentez que vous faites partie intégrante de cette interconnexion. Comme une danse infinie de formes et de mouvements. En même temps, vous ressentez la nature éphémère de toute forme de sensation et de tout ce qui existe. De toute forme d'émotion, toute pensée. Et cette vision beaucoup plus subtile de la réalité, en fait, vous rapproche des autres. Et on va terminer en dédiant les mérites de cette journée de méditation, d'étude et de réflexion pour le bonheur de tous les êtres vivants, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Lama Sangye Drungyone Drowa Chikyan Malepa Deyi Salam Gepa Janshu Semni Rinpoche Ma Kepa Nam Gegyochik Kepa Nyampa Payangon Engandu Perwasho. Ok, mais on se retrouve tout à l'heure pour Vajrasattva. Comment? Sur le, ouais, merci, sur le Zoom donc des pratiques quotidiennes. Sur le lien des pratiques quotidiennes.